Pendant des années, j'ai cru que l'amour se mesurait à ma capacité d'endurer la douleur en silence. J'avais tort. C'est mon propre mari qui m'a appris, par sa trahison la plus cruelle, que le véritable amour commence le jour où l'on refuse de n'être qu'une simple commodité. Voici comment un message vocal, écouté par hasard un mercredi après-midi, a non seulement brisé mon mariage, mais a aussi fait naître la femme que j'étais censée devenir. La pluie me frappait la peau comme des aiguilles glacées en sortant du bureau ce soir-là. Mon écharpe, usée et fine, tenait à peine chaud, et mes doigts me lançaient à force d'avoir tapé pendant 12 heures d'affilée. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais pris un vrai déjeuner, et ma colonne vertébrale semblait rouillée par la fatigue. Tout ce que je désirais, c'était rentrer chez moi, retirer mes chaussures trempées et oublier que 2 audits fournisseurs urgents m'attendaient encore avant la fin de la semaine. Mais ma vie ne se déroulait pas ainsi. Je ne rentrais pas chez moi pour me reposer. Je rentrais pour continuer à survivre. Mes pas m'ont porté vers l'arrêt de bus sans que j'y prête attention, un pur réflexe musculaire. Mon esprit était ailleurs, perdu dans un brouillard de factures impayées, de primes d'assurance, de frais de scolarité en retard pour Paige, et des médicaments de Jared, épuisés depuis 2 jours. J'oubliais sans cesse de passer à la pharmacie. Dernièrement, j'oubliais beaucoup de choses. De retour à l'appartement, le silence m'a accueilli. Ce n'était pas un silence paisible ou chaleureux, mais un vide creux. Le genre de silence qui vous hurle que personne ne s'est soucié de votre retour. Jared était à sa place habituelle, dans le fauteuil inclinable du coin du salon, face à une télévision dont le son était à peine audible. « Salut », ai-je lancé en retirant mon manteau, essayant de ne pas faire goutter d'eau sur le plancher. « Salut », a-t-il murmuré sans se retourner. Même ton, même réponse. Même soirée. Chaque soir. Je me suis dirigée vers la cuisine pour remplir la bouilloire. Le bruit de l'eau dans l'évier résonnait plus fort que n'importe quelle conversation dans notre appartement. Autrefois, Jared était un homme au regard brûlant, un homme qui adorait la route, l'imprévisibilité de son métier de chauffeur routier. Il m'appelait depuis des aires de repos perdus juste pour me décrire le lever du soleil sur le Nebraska ou une tempête qui avait failli retourner son camion dans le Montana. Mais des années de mauvaise alimentation, de longues heures assis et d'ignorance des signaux d'alarme de son corps l'avaient rattrapé. Douleur dorsale chronique, puis une crise cardiaque à 38 ans. Les médecins lui avaient conseillé de trouver un autre travail. Il leur avait dit d'aller au diable. Quand les papiers d'invalidité sont arrivés, c'est sa mère, Gloria, qui a tout orchestré. Elle a usé de toute son influence, a réclamé toutes les faveurs possibles. Il ne peut plus travailler, avait-elle décrété d'un ton définitif qui avait réduit au silence toute objection. Il a besoin de soins. Et toi, Lilian, tu es sa femme. C'est ton rôle maintenant. Soutiens-le. Et je l'ai soutenu. Je travaillais 60 heures par semaine. Je préparais tous les repas, payais toutes les factures, faisais renouveler toutes les ordonnances. Je sautais des repas pour que Paige ait ce dont elle avait besoin. J'ai mis en gage les bijoux de ma grand-mère quand nous n'avions pas les moyens de lui acheter un manteau d'hiver. Je cuisinais des ragoûts d'épinards surgelés et j'espérais. Pourtant, chaque semaine, Gloria m'appelait pour me rappeler que je n'en faisais pas assez. Il a l'air plus mince, disait-elle. Tu pourrais peut-être lui cuisiner quelque chose de frais de temps en temps. Une vraie femme est fière de sa cuisine. Je me mordais la langue si fort que j'enseignais. Jared ne prenait jamais ma défense. Parfois, il acquiesçait. D'autres fois, il se contentait de regarder son téléphone pendant que sa mère décortiquait chacun de mes défauts. J'ai arrêté d'attendre de la gratitude. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit. Il y a 3 ans. Mon manager, Grant Wallace, m'a prise à part avec un sourire discret. Tu travailles trop dur, m'a-t-il dit. Tu as besoin d'une pause. Tu l'as bien mérité. Il m'a tendu une brochure brillante pour un séjour bien-être sponsorisé par l'entreprise. Hammam, phytothérapie, massage, une semaine entière dans les montagnes. J'ai regardé les pages comme si elles étaient écrites dans une langue que j'avais oubliée. Puis j'ai demandé, pourrais-je donner ça à mon mari ? Grant a semblé surpris, mais il a hoché la tête. Si ça peut l'aider à se rétablir, bien sûr. Alors, j'ai fait le sac de Jared.
J'ai rédigé son planning de médicaments, imprimé des cartes, appelé le centre de retraite pour demander des repas spéciaux. Et quand il est revenu, le visage brûlé par le soleil et la mine renfrognée, il a jeté le panier cadeau à la poubelle en grommelant, perte de temps totale. Rien que des bougies hors de prix. Mais j'espérais. J'ai continué à espérer. Je me disais que peut-être l'année prochaine, il ferait plus d'efforts. Peut-être qu'il apprendrait quelque chose. Peut-être qu'il voudrait aller mieux. Au lieu de cela, il a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Il a oublié les anniversaires. Il ne remarquait jamais quand je rapportais un dessin de l'école ou quand j'obtenais une promotion. Il qualifiait mon travail de « mignon ». Pendant ce temps, c'est moi qui nous maintenais en vie. Ce soir-là, alors que la bouilloire hurlait, je suis restée debout devant l'évier, les yeux fixés sur la vitre qui s'embuait. Mon reflet était celui d'une femme épuisée. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Je ne reconnaissais plus la femme dans le miroir. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Grant. Êtes-vous absolument sûr de votre réponse? Paris est toujours une option. Ils veulent quelqu'un exactement comme vous. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai éteint la bouilloire et je suis retournée dans le salon. Jared était toujours affalé dans son fauteuil. Le pull de Paige était en boule sur la coudoir. Il ne l'avait même pas plié. Avait-il seulement remarqué qu'elle l'avait laissé là? Je me suis assise au bord du canapé et j'ai murmuré pour moi-même, ça ne peut pas être toute l'histoire. Ça ne peut pas être la fin de ma vie. C'est arrivé un mercredi. Je n'avais pas prévu de rentrer tôt, mais une migraine s'était installée si intensément que ma vision se brouillait. Grant l'avait remarqué avant même que je ne dise quoi que ce soit. Il le faisait toujours. Rentre chez toi, m'a-t-il dit doucement. Repose-toi un peu, s'il te plaît. J'ai hoché la tête, le cœur serré par la douleur et la culpabilité de laisser du travail inachevé. Quand je suis entrée dans l'appartement, tout était silencieux. Ce silence qui me semblait autrefois un refuge, mais qui, maintenant, sonnait comme un abandon. Jared a levé les yeux de son fauteuil alors que j'enlevais mes chaussures. Les écouteurs de Paige sont arrivés, a-t-il dit d'un ton neutre. Le livreur attend en bas. J'y vais. Je n'ai pas répondu, hochant simplement la tête tandis qu'il se dirigeait vers l'ascenseur en jogging et en basket. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui peinait à bouger. Son dos n'était pas voûté. Son pas n'était pas lent. Je l'ai observé jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment, puis je me suis tournée vers la cuisine. J'avais besoin d'eau, peut-être de silence. Ce dont je n'avais pas besoin, c'était d'un évier rempli de vaisselle sale, mais c'est ce qui m'attendait. Des bols de céréales, des verres collants, une assiette couverte de sauce séchée. J'ai soupiré, retroussé mes manches et ouvert le robinet. L'eau a éclaboussé la pile d'assiettes et a giclé sur le plan de travail. J'ai attrapé l'éponge juste au moment où quelques gouttes tombaient sur le téléphone de Jared, posé face vers le haut près de l'évier. C'était un modèle neuf. Je le lui avais acheté 2 jours plus tôt pour son anniversaire, en économisant pendant des mois. Il ne m'avait même pas remercié. Le téléphone a vibré une fois, puis l'écran s'est allumé. Un message vocal s'est mis à jouer automatiquement. Au début, je n'ai pas réalisé ce que j'entendais. Puis la voix de Gloria a retenti, aiguë et inimitable. Je te l'ai dit, Jared, je n'aime pas l'idée que cette Cassidy emménage alors que Lilian est encore là. C'est trop risqué. Elle va finir par s'en rendre compte. Cassidy. Je me suis figée, mes mains encore humides. J'ai attrapé le téléphone, sans réfléchir, je l'ai déverrouillé. Il n'avait pas changé le code. Les mêmes 4 chiffres qu'il utilisait depuis toujours. J'ai ouvert l'application de messagerie. Il y avait des dizaines de mémos vocaux entre lui et sa mère. Mes mains tremblaient en appuyant sur le plus récent. La voix de Jared a empli la cuisine, suffisante et calculatrice. Maman, Cass est différente. Elle me comprend. Elle ne me harcèle pas pour que je trouve du travail. Elle ne me fait pas sentir coupable. Elle m'écoute. J'en ai fini de jouer le martyr pour Lilian. Je l'ai convaincue de refuser l'offre de Paris. Elle pense que c'est sa décision.
Mais une fois qu'elle sera partie, ce ne sera plus que Cassidy et moi. Elle continuera à envoyer de l'argent. La culpabilité, ça marche bien avec elle. Et Paige n'a pas besoin de savoir. Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche, mes genoux refusant de me porter. La cuisine s'est mise à tourner, comme si quelqu'un avait pris mon monde et l'avait secoué violemment. Je n'entendais que sa voix, cet instrument que j'avais autrefois aimé, maintenant utilisé pour me dépeindre comme un obstacle, un compte en banque, une fonction. J'ai continué à écouter. Un autre message. Gloria de nouveau. Elle s'est toujours crue meilleure que nous, avec ses diplômes et son travail de bureau. Mais écoute-moi bien. Si Lilian découvre que tu simules la moitié de tes douleurs et que tu laisses cette fille vivre ici, elle va tout faire exploser. Ta demande d'invalidité sera annulée. Ton avenir sera fichu. Et puis Jared, encore une fois, avec un petit rire. Du calme, maman. Lilian est trop occupée à jouer les Florence Nightingale pour remarquer quoi que ce soit. Elle ne va pas à Paris, tu te souviens? Et si elle y va, tant mieux. Comme ça, elle sera hors de mon chemin. Et si elle demande le divorce depuis l'étranger, je pourrai probablement obtenir une partie de l'appartement, peut-être même une pension alimentaire. C'est moi qui suis handicapée, tu te souviens? Cette dernière phrase m'a frappée plus fort que tout le reste. Pas par sa cruauté, mais par son calcul froid. Ils avaient tout planifié. Mes sacrifices, mes nuits blanches, mon dos brisé par le travail. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'étais qu'une pièce sur leur échiquier. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Une froideur s'est installée en moi. Mon estomac s'est noué, mais plus profondément que ça, quelque part sous le choc, une voix a émergé. Petite, mais ferme. Pars. Avant même de m'en rendre compte, j'étais debout. Je me suis dirigée vers le couloir, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le contact de Grant. J'ai appuyé sur « Appeler ». Il a répondu immédiatement. Lilian. J'ai pris une grande inspiration. J'y vais, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Paris. J'accepte le poste. Il y a eu un court silence. Puis sa voix, calme et rassurante, a dit « Bien. Nous finaliserons tout demain matin. » J'ai raccroché. Je ne suis pas retournée dans la cuisine. Je n'ai pas fait la vaisselle. Je suis restée plantée là, dans le couloir sombre, à écouter l'appartement se réinstaller autour de moi, comme une maison que je n'habitais déjà plus. Je n'étais plus Lilian, la femme d'un homme malade. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui venait de se réveiller. Je n'ai pas fait mes valises avec colère. Je n'ai pas jeté mes affaires dans des sacs en claquant les tiroirs. Non, j'ai plié les vêtements de Paige, ses pulls, comme je l'avais toujours fait. J'ai fait une liste de choses à faire dans mon carnet. J'ai confirmé nos vols, imprimé l'itinéraire et envoyé un email à l'école internationale à Paris. Chaque mouvement était silencieux, précis, délibéré. Car cette fois, je ne fuyais pas. Je choisissais. Quand je l'ai annoncé à Jared, il m'a regardé depuis son fauteuil, comme si je venais de parler une autre langue. « Tu acceptes ce poste maintenant ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » Il a mis la télévision en pause. « Mais tu avais dit non. Tu avais dit que ça ne te semblait pas juste de me laisser. » J'ai changé d'avis. Il a ri. Un de ces rires creux et incrédules qui me donnait la nausée. « C'est parfait. Vas-y, pars. On verra combien de temps tu tiendras là-bas sans moi pour tout gérer à la maison. » Je n'ai pas répondu. Il ne savait pas encore que j'avais déjà contacté une avocate. 2 jours après notre arrivée à Paris, j'étais assise en face d'une femme nommée Claire Dupont. Elle était gracieuse et d'une précision chirurgicale, le genre de femme capable de faire taire une salle entière d'une seule phrase. « Nous allons demander le divorce d'ici », a-t-elle expliqué calmement. L'appartement, la garde, tout sera réglé par un accord international. J'ai hoché la tête. Faites-le. Devant la fenêtre de son bureau, la tour Eiffel scintillait au soleil. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. L'appartement que l'équipe de Grant nous avait réservé était modeste mais chaleureux.
2 petites chambres, un minuscule balcon avec vue sur une boulangerie qui ouvrait à 6 heures du matin. Paige a commencé l'école près de l'ambassade et, à ma grande surprise, s'est adaptée plus vite que moi. En une semaine, elle avait des amis, des blagues sur les mathématiques françaises, et surtout, elle riait de nouveau. Un vrai rire, celui qui illuminait ses yeux. Et moi, je travaillais. Mon Dieu, que je travaillais, mais ce n'était plus une corvée qui m'épuisait jusqu'à l'os. Je développais des prototypes de soins de la peau, je donnais mon avis lors de réunions, je construisais quelque chose qui portait mon nom. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Et Grant était là. Jamais insistant. Simplement présent, discret, bienveillant. Nous rentrions à pied après les réunions tardives. Parfois, il apportait des viennoiseries. Parfois, il ne disait rien du tout. Et ce silence était l'espace le plus sûr que j'ai connu depuis des années. Un soir, assis sur un banc près de la Seine, il m'a regardé, sans pitié ni jugement, mais avec une véritable présence. « Tu es différente ici », a-t-il dit. J'ai souri. Je crois que je me souviens, c'est tout. Te souvenir de quoi ? Que j'existe. C'est cette nuit-là que j'ai su que je ne reviendrai jamais. Les menaces sont arrivées par email et messages vocaux. Tu as abandonné ton mari. Tu vas le regretter. Tu nous dois de l'argent. Tu détruis cette famille. Mais il ne savait pas que Claire était prête. Nous sommes en mesure de présenter des documents financiers et des communications récentes qui pourraient suggérer une fraude à l'assurance invalidité, a-t-elle écrit à l'avocat de Jared. Soudain, Jared a cessé de répondre. 3 jours plus tard, il signait les papiers du divorce. Il exigeait toujours sa part de l'appartement, mais Claire a fourni les preuves que j'avais payé chaque mensualité, chaque réparation, chaque taxe pendant des années. S'il voulait la moitié des bénéfices, il devait d'abord rembourser sa part de la dette. Sa part s'est évaporée. L'appartement a été vendu. Je suis reparti avec assez d'argent pour payer les frais de scolarité de Paige pour les 3 prochaines années. Jared est reparti avec moins de $1000. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais purifiée. Le dernier email de Jared était intitulé « J'espère que tu es heureuse maintenant ». Il se terminait par « Tu as détruit notre famille ». Comme s'il restait quelque chose à détruire. Par une connaissance commune, j'ai appris qu'il était retourné vivre chez Gloria. Mais la mère qui l'a accueilli n'était plus la même. Fatiguée de ses mensonges, lasse de son sentiment de droit, elle a cessé de lui cuisiner ses plats préférés. Au bout de quelques semaines, elle a commencé à verrouiller le réfrigérateur la nuit. « Tu manges comme un adolescent mais tu ne rapportes rien », lui aurait-elle dit. Je ne vais pas me ruiner pour nourrir un homme adulte. Il a fini par trouver un travail, le seul qu'il pouvait obtenir sans référence, un travail manuel dans le bâtiment. Le genre de travail qui faisait hurler son dos, mais cette fois, il n'y avait plus de médecin complaisant ni d'épouse dévouée pour le soutenir. À ma connaissance, il vit maintenant dans une pièce de rangement sans fenêtre à l'arrière de la maison de sa mère. Les gens se souviennent. Ils se souviennent du genre d'homme qui, face à une femme prête à traverser le feu pour lui, choisit de s'asseoir et de se réchauffer les mains pendant qu'elle brûle. À Paris, la vie s'est installée dans un calme nouveau. Paige s'épanouissait. Un soir, sur notre balcon, elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré « Tu es plus heureuse ici, n'est-ce pas, maman ?» Je n'ai pas menti cette fois. Oui, ma chérie. Je le suis. Elle a souri, comme si ma réponse lui donnait, à elle aussi, la permission d'être heureuse. Grant est resté une présence constante et douce. Il ne me demandait rien, ne me pressait jamais. Il me montrait simplement les petites beautés cachées de Paris, un jardin sur un toit, le parfum de la lavande dans une fissure du trottoir. Avec lui, je n'avais pas besoin d'être autre chose que moi-même. C'est cela, plus que tout, qui m'a appris ce que l'amour était censé être. Pas un devoir, pas un sacrifice qui vous laisse vide, mais un calme, une sérénité, une confiance. Un soir, après m'avoir accompagné, il s'est arrêté devant la porte de mon immeuble. « Quand tu seras prête, a-t-il dit doucement, j'aimerais t'emmener quelque part. Rien que nous deux. Un endroit qui t'appartient. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai ressenti la chaleur de son offre comme une promesse.
J'apprenais une nouvelle formule. L'amour n'avait pas besoin de faire mal. Il fallait juste qu'il soit réel. Le silence dans notre appartement parisien avait changé. Ce n'était plus un vide angoissant, mais une pause, un souffle, un cadeau. Je n'avais plus entendu la voix de Jared ou de Gloria depuis plus de 2 mois. Une partie de moi pensait que je ressentirais un triomphe en apprenant leur déchéance, mais je ne voulais plus de vengeance. Je voulais la paix. Grant est passé ce soir-là avec du vin et du pain frais. Paige dormait chez une amie. Assis sur le balcon, je me suis tournée vers lui. As-tu déjà pensé que j'étais faible d'être restée si longtemps ? Il m'a regardé, ses yeux clairs et doux. Non. Je pense que tu étais épuisée, et que malgré tout, tu continuais d'essayer. Il a marqué une pause. Avant, tu étais le genre de femme qui endure tout. Maintenant, tu es le genre de femme qui s'est sauvée. Les deux sont des formes de force. Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un avait enfin vu la vérité que je ne m'étais jamais autorisée à croire, je n'étais pas brisée. J'avais toujours été suffisante. Je pensais que l'amour était synonyme d'endurance. Que rester dans la douleur prouvait ma loyauté. Mais le véritable amour n'exige jamais de s'effacer. Jared ne m'avait jamais frappé, mais il m'avait rendu invisible par 1 million de petits rejets. Il n'avait pas eu besoin de me briser, il avait juste eu besoin que je croie que je n'étais pas entière. Et je l'avais cru. Plus maintenant. Le lendemain, j'ai réservé un week-end en Provence. Rien que nous deux. Quand je l'ai dit à Paige, elle a souri à Grant. Tu ris plus quand il est là, maman. Nous y sommes allés. Nous avons lu des livres sur le porche d'un petit cottage, cuisiné des pâtes et marché dans les champs de lavande en silence. Un soir, assise dans l'herbe sous un ciel rempli d'étoiles, j'ai dit doucement, je ne pensais pas que cela fût possible. Grant a pris ma main. Ça l'a toujours été. Il fallait juste que tu te choisisses. Et pour la première fois, sans l'ombre d'un doute, je l'ai cru. Je n'étais plus une femme qui avait besoin d'être sauvée. J'étais la femme qui s'était sauvée elle-même, et ma nouvelle vie ne faisait que commencer. La Provence a été un baume. À notre retour, quelque chose avait changé entre Grant et moi. Le silence confortable s'était transformé en une conversation continue, même lorsque nous ne parlions pas. 1 an a passé, puis 2. Mon poste à Paris est devenu permanent. Et j'ai été promue directrice du développement européen. Paige, maintenant une adolescente bilingue et pleine d'assurance, considérait Paris comme sa maison. Un samedi matin, alors que nous nous promenions dans un marché aux puces, Grant s'est arrêté devant un stand vendant de vieilles cartes. Il a pris une carte de Paris, usée sur les bords, et l'a tournée vers moi. « C'est ici que tu as recommencé », a-t-il dit. Puis il a sorti une petite boîte de sa poche. « Et j'aimerais que ce soit ici que nous commencions, ensemble. » À l'intérieur, il n'y avait pas une bague, mais 2 clés. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-il poursuivi, un peu nerveux. « Mais c'est un appartement avec un petit jardin, près du parc. Assez grand pour nous 3. Pour un chien, si Paige en veut un. C'est un endroit où l'on peut accrocher des tableaux au mur et les laisser là. » Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas une demande en mariage traditionnel, mais c'était bien plus. C'était une promesse de foyer, de stabilité, de normalité heureuse. « Oui », ai-je murmuré, en prenant les clés. « Oui. » Nous avons emménagé au printemps. Paige a eu son chien, un golden retriever maladroit nommé Baguette. Notre vie était faite de petites joies, les dîners dans le jardin, les week-ends à la campagne, les soirées passées à aider Paige avec ses devoirs de géométrie. Grant ne m'a jamais demandé d'oublier mon passé, mais il a créé un présent si beau que le passé a perdu de son emprise. Un jour, j'ai reçu une lettre avec un cachet de Scranton. C'était d'Ethan, le frère d'une de mes anciennes voisines. Il m'informait que Gloria était décédée et que Jared était seul, sans emploi et sur le point d'être expulsé. Il ne demandait rien, il pensait juste que je devais savoir. J'ai lu la lettre, puis je l'ai posée. Une vieille version de moi-même aurait ressenti un élan de pitié ou de culpabilité. Mais la femme que j'étais devenue a simplement ressenti une distance paisible. Son histoire n'était plus la mienne.
J'ai regardé par la fenêtre. Dans notre petit jardin, Grant et Pêche jouaient avec Baguette, leur rire flottant dans l'air tiède de l'après-midi. Le soleil de Paris dorait la Seine, et j'ai su, avec une certitude qui a rempli chaque partie de mon être, que j'étais exactement là où je devais être. J'avais trouvé bien plus que la liberté, j'avais trouvé le bonheur. Et il était réel.